Bonsoir, bonjour, bienvenue dans Imprima. Je suis toujours en compagnie cette semaine de Michel Allal-Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Et de Jean-Jacques Andréani. Bonjour. Bonjour. Alors on va apprendre tout au long de cette semaine à mieux vous connaître. Et on va débuter avec une question importante finalement qui parfois décide du destin d'un homme, en tout cas de son destin artistique, puisqu'on va parler d'un moment de vie prédominant. Oui Jean-Jacques, vous êtes un homme peu ordinaire. Vous avez certainement eu des moments fantastiques dans votre vie. Essayons de trouver lequel chez vous a été le plus important de ces moments. Alors, je vais éviter de faire pleurer dans les chaumières, mais le moment le plus important pour moi, ça a été la disparition de mon père. Nous sommes en février 71. Mon père a fait le jardin. Nous sommes d'Olmette, donc nous habitons à Ajaccio. Et mon père monte régulièrement pour faire le jardin, pour s'occuper. Bon, alors on me dirait, au mois de février, le jardin, oui, mais enfin, il y a toujours quelque chose à faire. Et ce matin-là, il part. Et puis, dans la soirée, on vient nous chercher, nos cousins, en nous disant, ma mère, mon frère et moi, moi, j'ai pas encore 15 ans, mon frère n'a pas encore 13 ans, et on vient nous dire que mon père a eu un accident. Donc, nous voilà partis au village, et lorsque nous arrivons au village, c'est l'hiver, il fait froid, il y a un peu de brouillard. On habite dans le haut du village. Je ne sais pas si vous connaissez Olmette, mais Olmette, c'est un endroit granitique à souhait, et nous devons traverser des dizaines et des dizaines de gens qui se sont massés dans les petites rues qui conduisent à notre maison. Et lorsque nous arrivons, nous voyons notre père qui est malheureusement mort. C'est là que j'entends un chant qui m'a profondément marqué et qui a sans doute influé pas mal sur le reste de la trajectoire. C'est que pour mon père, j'ai entendu la badatir, c'est-à-dire le chant des femmes qui se lamentent, mais pas du cinéma. Hein. C'est pas du cinéma. Là, mon père était très aimé. C'était le plus jeune de 9 frères et sœurs. Et j'ai entendu ce chant qui m'a marqué comme un fer blanc, pas rouge, blanc. Voilà, ça c'est un souvenir qui reste, parce qu'il est associé à une profonde blessure. Et en même temps, il est associé à une révélation qui s'est faite dans la douleur, qui s'est faite dans les larmes, mais qui s'est faite quand même. Et qui a décidé, sans doute, bon, à l'époque, je faisais de la musique classique, j'étais trompettiste au conservatoire, j'étais loin de m'intéresser aux instruments traditionnels, sans savoir même qu'ils existaient, puisqu'à l'époque déjà ils étaient en voie de disparition avancée. Donc c'est cette ambiance-là, cette espèce de plongée au cœur des racines, à travers un événement terrible, quoi, brutal et extrêmement douloureux, mais qui a été comme une sorte de révélateur, une sorte d'interrupteur, non pas pour interrompre, mais pour initier, pour ouvrir le canal et pour permettre une curiosité qui n'a cessé de croître. Ce chant, pour expliquer un petit peu on peut dire aux auditeurs, ça a un caractère très mystique. Ça a un double caractère. Ça a un caractère de ce qui est le retour des choses. On commence notre vie avec la nane. C'est dans la nane que la mère, la grand-mère, en tout cas ça a été mon cas moi,
nous ont appris qui étaient nos Anochayanti, Anochatar, Onushuloko. C'est grâce à ça qu'on commence à apprendre qui on est et d'où on sort. Et puis à la fin, il y a ce chant. Il y a ce chant qui est improvisé, qui sort vraiment des tripes. Pourquoi il m'a marqué? Parce qu'il a été chanté d'une manière profondément vitale. Vous me direz que c'est paradoxal pour un chant de mort, mais non. C'est l'énergie de la vie, l'énergie d'une sorte d'hommage qui est prononcé pour celui qui est mort, dans un cri, mais en même temps avec une force extrême, quoi. Donc voilà ce que c'est double définition. Attachement, la boucle est bouclée, on raconte la vie. Mm-hmm. J'oserais dire même, on met en évidence les qualités de celui qui est parti. Mais on rappelle qu'il n'est pas parti. Il est toujours là. Et ce côté magique et mystérieux de la musique vous a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Et toute votre vie a été organisée à travers ces moments musicaux. Et comment vous voyez la musique? C'est quoi pour vous la musique? Si j'étais un peu provocateur, je dirais je suis victime. Je suis victime parce que justement je suis dedans depuis que j'ai ouvert les yeux. Donc c'est pas des blagues, c'est la vérité. Chez moi, c'est une tradition. Mon père jouait un petit peu du tsivoulé, donc j'essaye de suivre. Ma mère chantait, mais on a été baigné on a eu la chance avec mon frère de vivre une enfance très proche de ce que l'on appelle la société agro-pastorale, réelle, véritable, quoi, authentique. C'est-à-dire que les frères de mon grand-père maternel étaient bergers éleveurs, et donc toutes nos vacances, tous les moments de libre, on les passait dans la montagne au-dessus de Rocadeva, elle est pas loin du château de Diogeste de la Roca. Et là, on a eu à entendre, à voir, à partager des choses. Nous sommes parents avec les Arides d'Apente, donc Tsipaoulou Barbe. Nous sommes parents avec, par ma mère, avec beaucoup du tar, donc ça veut dire une longue tradition. Et la musique, donc, pour répondre à la question, elle fait partie de ma vie. C'est pour ça que je dis que je suis un peu victime. Consentante, ô combien, hein. Fier de pouvoir essayer, à ma juste mesure, de contribuer à faire mieux connaître ce qui est de l'ordre de notre patrimoine musical. Jean-Jacques Andréani, merci. Michel, merci. On se retrouve demain en votre compagnie. Merci. Bonjour, bienvenue dans l'Imprima. Nous sommes mardi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Michel Allal-Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Et en compagnie de Jean-Jacques Andréani. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'actu, puisque une actu très importante en ce mois d'octobre. Vous allez nous en dire quelques mots. Je te laisse la parole, Michel. Oui, vous êtes un écrivain, vous êtes un romancier. On a vu hier que vous étiez plongé dans la musique aussi. La musique, l'écriture, c'est un peu la même chose. Et ce mois d'octobre est important pour vous. Oui, il est important dans la mesure où bientôt, dans quelques jours, incessamment sous peu, sortira, toujours chez Albian, le numéro 2 de ma petite collection, la petite collection que je dédie aux personnages emblématiques de notre patrimoine fantastique, et qui est Corse, l'île des ogres, après Corse, l'île des fées. Donc oui, j'attends avec beaucoup d'impatience la sortie de ce petit bébé, parce que il est pour moi comme pour tous les auteurs évidemment, et vous en savez quelque chose, quand on attend la sortie de ce sur quoi on a travaillé longuement, ce sur quoi on a
passé du temps, on a essayé de mettre beaucoup d'énergie à essayer de faire avancer un projet, parce qu'évidemment, il nous tient à cœur. Je dois dire qu'il tient à cœur aussi à Albiane, qui accompagne cette idée. Donc voilà, oui, c'est vrai que j'attends avec beaucoup d'impatience. Comment justement vous avez travaillé sur ce sujet? Comment s'est mis en place, s'est conçu cet ouvrage dans votre esprit et après sous votre plume? Ouais. Alors la mécanique et la philosophie, elle est valable pour les 3 ouvrages, puisque si Dieu veut, il y aura un 3e ouvrage qui lui sera consacré aux chasseurs d'âmes, autrement dit aux matières. Il y a un double souci. Il y a un premier souci qui est celui de faire sortir de l'oubli tout un ensemble de personnages emblématiques qui ont été, dans le cadre d'une certaine annihilation culturelle, profondément mis de côté, dédaignés, décriés, voire pour la plupart carrément oubliés. Et il me paraissait important de pouvoir justement les sortir de l'oubli pour les ramener un peu dans la lumière de l'actualité, pour mieux les faire connaître, à la fois au public jeune, c'est vrai, mais au public adulte aussi, puisque les livres sont écrits, je dirais, avec 2 degrés, avec deux systèmes, possiblement à découvrir pour un public jeune, bien sûr, mais aussi pour un public adulte qui aura des choses à apprendre sur... Est-ce que vous pensez que les jeunes sont encore sensibles à ce genre de choses? Qui sont, pour chez nous, grâce à Dieu, il y en a beaucoup qui sont de plus en plus sensibles. Voilà. Ça peut paraître, mais ils sont de plus en plus sensibles. Alors tout dépend comment on les approche, tout dépend comment on leur en parle, et tout dépend de ce que l'on peut leur offrir comme possibilité pour leur propre imaginaire de s'inscrire. C'est pour ça que ces ouvrages, certes, font la part belle aux personnages dont je parlais, mais ils font la part belle aussi au paysage, parce que moi je traite le paysage comme un élément tout à fait vivant. La nature pour moi c'est avec un N majuscule, et donc à chaque fois je m'emploie à situer mes histoires dans un cadre particulier, un cadre géographique, mais avec un milieu, un biotope particulier, avec aussi la possibilité après l'histoire en question de pouvoir faire une promenade dans le lieu où est censée se passer l'histoire. Est-ce qu'il y a une volonté de fixer finalement cette mémoire orale, tout à fait, qui est en train de se perdre, de se déliter et donc finalement ce type d'ouvrage aujourd'hui il est indispensable? Je n'aurais pas la prétention d'aller ça, mais en tout cas en ce qui me concerne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de contribuer à ma mesure à faire que tout ce corpus qui est notre patrimoine précieux ne s'en aille pas à volo sous les boutoirs de Disney ou autres joyeusetés. Certes, il faut du commerce, c'est sûr, mais ici nous avons nos valeurs qui sont des valeurs, je le rappelle, millénaires. C'est pas des valeurs séculaires, c'est des valeurs millénaires. Et au bout de quelques millénaires, il y a quand même une relation, par exemple, avec le monde qui nous entoure. Le ciel, la terre, les êtres vivants, mais pas seulement à poil et à plumes, à feuilles aussi, l'eau, très important. Si vous avez lu l'île des Fées, vous avez vu que l'île des Fées se termine par une supplique pour les fées, dans laquelle j'essaie d'attirer l'attention, encore une fois à ma mesure, sur la nécessité d'avoir une vraie politique de l'eau. Ça devient urgent. Donc ça veut dire que les ouvrages, pour finir, traitent évidemment d'un patrimoine qui est ancien, mais qui ne demande qu'à se projeter dans l'avenir, parce que ces caractéristiques, la typologie des personnages et la symbolique qu'ils véhiculent peut nous servir à réfléchir sur notre avenir. Ils sont très contemporains finalement. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Jacques Andréane, merci beaucoup Michel, on se retrouve dès demain en votre compagnie. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza et nous sommes en compagnie de Michel Lalal-Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Et de Jean-Jacques Andréane, bonjour. Bonjour.
On a évoqué hier votre actu. On va parler aujourd'hui de passion. On va parler aujourd'hui de métier. Vous êtes un homme de passion. De votre passion, vous en avez fait aussi votre métier. Qu'est-ce qui finalement vous a poussé à emprunter cette voie ? Une obligation technique et une volonté farouche d'être libre. Donc l'obligation technique, elle est née d'un problème physique, d'un problème qui m'a obligé à rester immobilisé pendant un moment et qui m'oblige encore de temps en temps à l'être, donc je ne peux pas voyager comme je veux. Et d'autre part, je me suis toujours un peu considéré au bout du compte, un peu plus de 60 ans maintenant, je peux quand même l'avouer, il y a quand même une évolution, comme je disais au début, de la trajectoire qui fait qu'on réfléchit et on essaye de se donner les moyens de faire les choses que l'on aime, depuis un moment déjà d'ailleurs. Alors c'est quoi ? C'est de se considérer quelque part, en toute modestie, non pas comme un spécialiste au sens où on l'entend aujourd'hui. Dans les sociétés d'aujourd'hui, il faut être spécialisé, il faut être pointu dans son domaine, il faut être... non, moi, malheureusement, je suis victime là aussi d'une curiosité peut-être énorme, et donc je ne peux pas me résoudre à me limiter simplement soit à l'écriture, soit à la réalisation de documentaires, soit à être musicien ou chanteur, soit... Bon, voilà. Donc pour moi, qui suis un homme quelque part... Vous parliez de mystique dans une émission précédente, mais pour moi, je considère que mon travail a plus à voir avec celui de l'artifex du Moyen-Âge, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas artisan au sens où on l'entend aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas artiste au sens où on l'entend aujourd'hui, mais quelqu'un qui est les deux et qui travaille sur des chantiers. Alors, jadis, c'était les cathédrales. Aujourd'hui, on peut imaginer que c'est sur d'autres plans, mais pour moi, je continue à travailler avec le même niveau d'intérêt, de curiosité pour tout ce qui est symbolique, pour tout ce qui est profondément révélateur, à la fois des tensions, des mystères de l'âme humaine et de sa relation, comme je le disais hier, avec ce qui nous entoure, le cosmos au sens large du terme. Et c'est bien pour ça que je ne peux pas me résoudre à me limiter dans un champ. Si, par rapport à tel travail que je pense devoir faire ou que j'ai à faire, j'utilise l'écrit, c'est le cas de Corse, l'huile des ogres, si ça passe par l'image et par la caméra, ben et si ça passe par le chant et par les instruments, voilà, je ne suis pas limité. Je ne me limite pas, en tout cas. Où s'arrête la passion et où commence le métier, ou l'inverse? Où s'arrête le métier et où commence la passion? La passion s'arrête là où commencent les exigences du métier. Voilà, c'est très simple. C'est-à-dire que je pourrais me laisser embarquer par des sentiments divers et variés qui pourraient me conduire dans la conduite d'un chantier à telle ou telle fantaisie. Bon, tout ça est réfréné, tout ça est cadré, tout ça est organisé en fonction de ce que j'estime, moi, être une certaine déontologie dans le métier. C'est-à-dire que respecter les commandes, mes propres commandes, quelquefois, sur la durée du temps, sur le calendrier des tâches, sur l'organisation, sur le travail à faire en avant, voilà, c'est un peu ça qui fait que je sépare bien ce qui est de l'ordre, parce que j'ai des envies comme tout le monde, je voudrais faire plein de choses, mais c'est quoi votre métier finalement? C'est contemplateur, activateur, initiateur. Justement, l'artiste touche à tout. Être artiste, c'est touche à tout. On ne peut pas être
être artiste spécialisé, finalement, est-ce que ça existe vraiment? Tout à l'heure, vous parliez justement de spécialité. Quand on est artiste, on ne peut pas se cantonner à un seul domaine. Finalement, la créativité explose un petit peu dans divers domaines. On est obligé. Les frontières sont poreuses. Je fus actif au niveau du conservatoire de musique. Lorsque vous choisissez de poursuivre cette voie, tôt ou tard, il faut devenir spécialiste. Hein. Moi, mon maître, c'est Maurice André. Maurice André, trompettiste, disparu aujourd'hui, qui a appris à l'école de musique de la Mine, là où travaillaient ses parents, et qui ensuite est devenu le musicien que l'on sait, et l'inventeur que l'on sait, puisque c'est grâce à lui qu'on a mis au point de nouveaux instruments, etc., puisque c'était quelqu'un qui a révolutionné complètement. Il faut être spécialiste. Bon, moi, je suis peut-être spécialiste, oui, ça je veux bien, dans le domaine de la musique antique et ancienne, et en ce qui concerne notamment ce qui touche à la musique agro-pastorale corse. Bon, pour le reste, encore une fois, j'aime bien cette... non pas touche à tout, c'est pas touche à tout, c'est polyvalent. Jean-Jacques Andréani, merci. On se retrouve demain pour notre avant-dernière émission de la semaine en votre compagnie. À demain, merci. Au revoir, Michel. Bonjour, bienvenue dans Imprime. Nous sommes jeudi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Michel Allal-Volterra. Bonjour, Michel. Bonjour. Et de Jean-Jacques Andréani. Bonjour. Je rappelle aussi que les émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.corsica en vidéo et en podcast. Et aujourd'hui, on va parler de foi en l'avenir, en tout cas d'optimisme et de pessimisme. Vous êtes optimiste de nature? J'ai foi dans la tradition. La tradition qui évolue sans cesse. La tradition n'est pas figée, donc la tradition, on peut considérer qu'elle a évolué jusqu'à nos jours pour produire ce qu'elle produit et faire de nous ce que nous sommes. Donc j'ai foi dans cette propension qu'a le peuple corse, on l'appellera comme ça, à pouvoir se projeter, quoi qu'il en soit, vers l'avant. En emmenant avec lui, dans ses bagages, ces belles provisions de mémoire, de réalisation, de rêve aussi. Hein. Alors la seule crainte aujourd'hui, c'est que, étant confronté à la mondialisation, étant en but avec un certain nombre de messages qui arrivent par-delà nos horizons médiatiques, et Dieu sait s'ils sont de plus en plus nombreux, et contraignants, puisqu'ils nous obligent quelquefois à vivre comme on n'aurait pas forcément envie, mais enfin, il faut... moi, je pense que, justement, il y a la possibilité chez nous de pouvoir encore vivre en collusion avec ce monde nouveau, mais tout en gardant nos racines profondes et en essayant de réfléchir à un modèle peut-être original. Donc, foi, finalement... Grâce à la nature. Dans le progrès. Tout à fait. Grâce à la nature, grâce à la technologie, l'hypertechnologie peut nous servir ici, parce que nous sommes trop en retard pour être aujourd'hui qualifiés, si possible, grâce à des politiques menées comme on doit le faire, à mon avis. On peut passer dans les pays riverains de la Méditerranée en avance, un peu à l'instar des Sardes, qui plantent des chardons pour produire du bioéthanol. Ça se passe pas très loin de chez nous. Bon, vous me direz, chez nous, on n'a pas la place pour planter des milliers d'hectares de chardons, certes, mais on peut faire autre chose. On a des forêts, on a de l'eau, on a une relation particulière avec le ciel, ici. On a quelque chose qui est de l'ordre aussi de la possibilité de donner envie à nos jeunes de pouvoir s'inscrire dans une démarche de recherche personnelle à travers ce qu'a été notre histoire et ce qu'elle peut proposer. Donc il y a de quoi être dans une certaine mesure optimiste. Il ne faut surtout pas perdre notre âme. Une Corsica Sunbelt, quoi. Il ne faut surtout pas perdre notre âme et
Et j'espère que dans certains coins, en tout cas, et dans certaines strates de la société corse, il n'est pas trop tard. J'espère. C'est difficile parce que je vois l'évolution aujourd'hui de la population corse, de la population jeune, et j'ai l'impression que malgré tout, les jeunes aujourd'hui, en Corse comme partout ailleurs, ont envie de devenir presque des astronautes de la vie. C'est-à-dire qu'ils ont quitté un peu la Terre. Vous savez, en latin et en corse, humus, c'est la terre, et humus, ça veut dire l'humilité. Bon, on n'est plus dans un monde d'humilité. Aujourd'hui, on est dans un monde très spécial, avec tout ce que la politique nous assène. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'a inquiété, c'est de voir, par exemple, l'été, une floraison de concerts très américains, très modernes, très rock. Et on perd un peu de l'âme corse. Alors nous, il y a quelques jours, en mois d'août, nous avons eu la chance de faire un peu, je parle de Caramouze là, puisque Caramouze est toujours actif, contrairement à ce que peut-être certains pensent, mais on n'est pas actif n'importe où et n'importe comment, donc ceci peut-être explique cela. Et nous avons eu la chance de vivre un moment merveilleux dans un tout petit endroit qui s'appelle Billy, pas très loin de la Grosse, près de Sartène, dans un village authentique, avec des gens authentiques, dans une ambiance authentique, et dans un lieu qui ne veut rien perdre de son âme et de son caractère. Autrement dit, il reste encore, et là il y avait des jeunes, il reste encore des endroits, des gens, il reste encore des lieux, des espaces où se manifeste encore ce que nous appellerons l'identité au sens noble de ce que peut proposer la Corse depuis voilà, une certaine relation humaine, un sens du partage, une joie de la fête, de se retrouver, vraiment. Et ça doit être des modèles donnés à nos jeunes, à mon avis. Donc il faut peut-être aussi multiplier les initiatives qui encouragent ce type de comportement. Jean-Jacques Andriani, merci. On se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine en compagnie aussi de Michel Allal Volterra. Demain, merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Michel Allal Volterra. Bonjour Michel. Bonjour. Et de Jean-Jacques Andriani. Bonjour. Alors, nous avons évoqué diverses thématiques tout au long de la semaine avec vous, que nous pouvons retrouver bien évidemment sur notre site sur le www.alta-frequenza.org. On va parler de culture et tradition, on l'a bien compris, les deux sont, dans votre démarche, sont fortement imbriqués. Oui, parce que trop souvent aujourd'hui, le modèle prégnant, le modèle dominant, le modèle à la fois politique et philosophique qui est en route, le modèle bien pensant, impose des images. Et je dirais même mieux, impose l'image de l'image. Donc on est rentré aujourd'hui dans un système où il convient d'être et de suivre tel ou tel. Bon. Il y a donc ce paysage commercial avec des référents, des modèles proposés auxquels Michel en parlait hier, beaucoup adhèrent, hein, parce que c'est matraquage. Et bon, quand on est équipé de peu de ressources pour réfléchir autrement que sous l'angle du matraquage, il est évident qu'on devient une cible d'un marché, c'est le cas de le dire. Bon. Mais nous avons la chance ici d'avoir quelque chose de très précieux, c'est que l'espace de vie en Corse réservé entre mémoire et réalité, ça doit bien se regarder avec deux filtres. Il y a les cités portuaires, l'espace urbain, et là on est dans la suite des présides génois, hein. Donc, et puis l'espace rural qui est de plus en plus malheureusement délaissé, abandonné, on peut dire, quelque part.
et qui porte, lui, encore, tout un ensemble de références vivantes. Et j'insiste bien, des références vivantes. Je parle donc de témoins qui sont encore là. Alors, si j'avais à émettre un souhait, puisqu'on parle de tradition, etc., et de choses qui font que finalement, si les gens viennent nous voir et qu'il y a un intérêt pour la Corse, c'est parce que nous sommes ce que nous sommes, et que nous avons les traditions que nous avons, dans plusieurs domaines, que ce soit de la gastronomie, ou que ce soit du chant, ou que ce soit de la musique, ou que ce soit la relation à l'histoire et au paysage. Nous sommes quelque part uniques, comme d'autres sont uniques à d'autres endroits. Chacun... Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une politique un peu plus ambitieuse en ce qui concerne la connexion possible et voulue, en tout cas pour moi. C'est celle que je voudrais voir s'organiser un peu plus dans la réalité de tous les jours. Connexion entre le public jeune, le monde du petit Corse ou de celui qui vit en Corse, qu'il soit Corse ou pas, mais qui vit ici et qui donc suit une scolarité qui soit dans l'espace urbain ou dans l'espace rural et qui est connecté à l'éducation nationale d'une manière ou d'une autre, et qu'il y ait une jonction avec les témoins qui restent et qui peuvent parler de la société, de la civilisation, pas forcément pour gratter toujours le souvenir, la nostalgie de ce qui était. Non, de définir ce qui peut être. Par exemple, il y a eu la fête de Hachebol à Cisco. Moi, je dis que, puisque nous sommes dans une société qui va de plus en plus vers la niche, au sens... Il faut cultiver nos niches. C'est très simple. Hein. Il faut, par exemple, essayer de refaire des cultures en montagne de ce qui étaient nos semences traditionnelles, et qui marchent très bien, parce qu'elles sont adaptées au biotope, et même avec le changement climatique, et c'est vers ça qu'il faut aller, vers des choses qui nous concernent de près depuis très très longtemps, mais qui pour demain peuvent s'avérer des ressources précieuses. Je prends un exemple bête, c'est celui de la semence. Encore qu'elle est bête dans le fait que je la présente comme ça, mais elle est ce type de réflexion est au contraire extrêmement intelligent. Hein, prévoir ce qui va se passer demain en matière de transformation du paysage, essayer de trouver de nouvelles ressources en fonction de ce qu'a été notre tradition, justement. Mais la tradition, ça doit se réinventer et ça doit s'accompagner vers demain pour que d'autres puissent demain dire oui, c'est la tradition. La tradition, ça avance comme ça et ça doit avancer comme ça. Et ici, nous sommes particulièrement équipés pour faire face à de nombreux défis. Alors, vous avez créé un groupe qui s'appelle Caramouze. Oui. Et Caramouze, ça veut dire cornemuse. Et ça, à mon avis, ça image bien ce que vous venez de dire sur la culture et la tradition. La cornemuse est un instrument de musique qui est en fait, on peut dire, très corse. Alors que dans l'esprit des gens, dans l'esprit populaire depuis des décennies, la cornemuse, c'est un instrument de musique qui est quelque chose qui vient des anglo-saxons. Oui, parce que les gens oublient leur culture, leur histoire, leur tradition, et ils oublient facilement d'où nous venons. C'est-à-dire qu'on a tourné le regard de la Corse et du Corse en général vers le nord, alors que certes nous avons des relations avec le nord, mais nous avons surtout depuis très longtemps des relations avec toute la Méditerranée. Et donc nous avons choisi ce nom parce qu'il était symbolique d'un instrument disparu auquel personne ne croyait. Et pourtant, nos ancêtres, en temps de paix, ont dansé au son de la cornemuse, et en temps de guerre, se sont battus au son de la cornemuse. En Corse. En Corse. Donc, la cornemuse n'est pas un instrument celtique, la cornemuse est un instrument qui vient du sud et qui a été largement diffusé par les Romains, du moins son principe initial, l'utriculus, et qui est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a obtenu un succès magistral. Étant donné que nous ici, et c'est le cas de le dire, nous sommes à la frontière entre Orient et Occident,
En ce qui concerne la cornemuse, nous n'avons pas, par exemple, l'utilisation en Corse des laonedas, instruments sardes qui nécessitent l'utilisation du souffle continu, sur le mode oriental. Par contre, nous avons développé le tricoulous, et donc ensuite, parce que nous sommes à la frontière. Et c'est bien ça qui fait notre force et notre singularité. Et c'est bien pour ça que je continue à être extrêmement intéressé et actif dans le domaine de la défense, mieux, la promotion de la musique populaire. Merci beaucoup Jean-Jacques Andréane, merci beaucoup Michel pour cette semaine en votre compagnie. Merci au revoir.